Difficile d'imaginer que ces paysages, aujourd'hui si paisibles, ont abrité au XIXe siècle une intense activité industrielle et minière. La Cornouaille était alors la région la plus riche d'Angleterre. Les mines ont quasiment toutes cessé leur activité aujourd'hui, mais ici, elles gardent une place prépondérante dans le paysage. Les terrils sont toujours visibles, les bâtiments miniers, les cheminées, soigneusement préservés, jalonnent toujours le bord des routes et le bord de mer. Il faut dire qu'au XIXe siècle, la Cornouaille a été le fer de lance de la révolution industrielle britannique et ses habitants en sont fiers. Une histoire et une fierté qui planent toujours sur ces paysages. La richesse en métaux de la région est visible un peu partout en Cornouaille, et en particulier sur la côte ouest, où m'entraîne Neil Wood, professeur de géographie. On peut y lire à ciel ouvert la présence de l'étain et du cuivre. Au début de la révolution industrielle, l'étain servait à fabriquer le fer blanc, avant d'être supplanté par l'exploitation du cuivre, qui employait alors 1 homme sur 3 dans la région. Neil, là on voit du verre de gris, ça pourrait être du cuivre? Oui, ce qu'on a ici, c'est la preuve de l'existence du cuivre contenu dans la roche. Et avec cette machine, tu peux détecter et mesurer la quantité? Oui, cette machine calcule avec des rayons X la surface de la roche. Ensuite, on regarde le reflet de ces rayons dans le fond de la roche et on peut détecter quels métaux sont présents. On peut voir ici qu'il y a beaucoup de métaux différents. Ok. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a un taux très élevé de cuivre, 50 000, c'est-à-dire 5%. C'est énorme. Nous avons beaucoup d'autres métaux, titane, chrome, et on s'y attendait un peu de fer, du zinc, de l'arsenic, qui est toxique comme vous le savez. Et ici, vous avez une légère trace d'étain. Donc cette roche produit du cuivre et de l'étain, alors qu'on s'attendait à trouver de l'étain beaucoup plus profondément dans le sol. Est-ce que l'on sait pourquoi la Cornouaille est si riche en métaux? Il y a environ 300 millions d'années, le processus géologique a creusé la Terre et a créé une forte chaleur. Cette chaleur a alors fait fondre les roches, puis elles ont commencé à se reformer et à se solidifier. Ensuite, les métaux se sont séparés en créant des poches très denses. C'est pourquoi nous avons des zones très riches en métaux, comme cette roche derrière nous, où nous pouvons voir des zones très riches en fer. Quand on descend vers la mer, on voit des poches de cuivre, et si l'on descend encore plus, on trouve de l'étain. Les métaux se sont séparés principalement grâce à la gravité. Puis d'autres métaux plus profonds sont apparus à la surface du sol, et au fil du temps, la roche s'est fondue. De l'eau s'est infiltrée dans les fissures et a transporté les métaux par de très fines veines. Et le bâtiment de la mine est juste à la verticale des métaux qu'on a vus tout à l'heure. Oui, nous sommes directement au-dessus des métaux qu'on a vus en bas sur la plage. Ce qu'on a ici, c'est une maison typique où l'on mettait les machines, comme les centaines d'autres qu'on trouve dans la région. Elle est construite à partir des pierres locales qui proviennent toutes d'environ 600 mètres autour. Elles font désormais partie du paysage de Cornouaille au même titre que n'importe quelle colline des alentours. Et on sait depuis combien de temps ces métaux sont exploités dans la région? Beaucoup d'indices nous laissent penser que des mines sont présentes depuis au moins 2000 ans, probablement plus. La mine King Edward est l'une des mieux conservées de la Cornouaille. Elle est classée au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO.
Kingsley Ricard travaille depuis 40 ans sur l'histoire des mines. Il est président du musée. Kingsley, cette mine du roi Édouard a été une mine importante au 19e siècle? Oui, c'était une mine importante en son temps. Elle employait plus de 400 personnes et produisait de l'étain. À l'origine, elle s'appelait la mine de Sir Conder, puis la mine du roi Édouard, en référence au roi Édouard VII qui succéda à la reine Victoria en 1903. De nos jours, c'est devenu un musée et des visiteurs viennent tout l'été pour visiter les salles des machines et les très beaux bâtiments. J'aime beaucoup ces bâtiments, je les trouve vraiment magnifiques. À la fin du 19e siècle, quand l'exploitation de l'étain a décliné, King Edward est devenu une mine-école. Les étudiants de l'université s'y formaient et y effectuaient leurs recherches. Ça, c'est l'entrée de la mine? C'est par là qu'on descend à la mine. Ici, c'est le puits de mine. Les hommes et le matériel descendaient par ce puits. Ceci est un exemple de cage où les mineurs se tenaient. 8 hommes étaient là, à cet endroit précis, puis 8 autres en dessous. Il y avait 2 zones distinctes. Au-dessus, il y avait une sorte de charpente en bois où était accrochée une longue corde qui descendait tout au long du puits. À quelle profondeur? Ce puits est assez peu profond pour la Cornouaille. Il fait 120 mètres. Et ces mines, elles fonctionnaient comment? Quand on voit les bâtiments, ça correspond à quoi? Les cheminées et les constructions en hauteur? Ces bâtiments très larges avaient 3 fonctions. L'une était de pomper l'eau hors de la mine. La deuxième consistait à écraser le minerai. On avait besoin de grosses machines pour ça. Et la troisième fonction servait à monter et descendre les hommes à cet endroit. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ressemble un petit peu à des châteaux dans le paysage. On a des visiteurs qui les appellent les châteaux de Cornouailles, mais nous les appelons les maisons des machines. Et au milieu du 19e, la Cornouaille devient le plus gros producteur de cuivre et d'étain d'Angleterre et du monde, presque. La Cornouaille était vraisemblablement la plus grosse zone de production de métaux, ce qui nous a permis d'être une zone très occupée et très importante pour le monde entier. Quelles sont les raisons de l'effondrement de l'activité dans la région? Les métaux ici étaient situés très profondément et donc très chers à produire. Et à un moment, certaines mines ont été à court de minerai, alors que ce minerai était disponible dans d'autres parties du monde à un prix beaucoup plus faible. Donc ça a entraîné la fermeture de mines ici, mais cela a permis d'en ouvrir ailleurs. Et les gens de Cornouailles sont partis à l'étranger pour aller exploiter ça grâce à leurs connaissances sur la reconstruction et l'extraction de minerais. Et bien sûr, leur grande connaissance du pompage de l'eau. Nous sommes un pays très pluvieux et nous savons très bien comment pomper l'eau. Les gens de Cornouailles sont donc allés partout dans le monde pour partager leurs compétences. À King Edward, on creuse toujours le sol, sous la houlette de Tony Blunt. Cette mine du roi Édouard est aussi un site archéologique, si je comprends bien. Oui, nous sommes un musée minier. De nombreux bâtiments ont été démolis. Nous sommes donc en train de découvrir les vestiges et d'essayer de déterminer à quoi ils correspondent, ce qui reste et s'il y a des choses intéressantes à voir. Tony, laisse ta pelle et viens voir. Hi Tony. Que fais-tu en ce moment? Ici, c'est le mur arrière de la salle des chaudières. Et là, il y a une cheminée. Et on espère trouver une galerie qui traverse l'arrière de la salle des chaudières jusqu'à la cheminée. Donc on essaie de creuser pour trouver des briques qui pourraient nous relier à la galerie. Et c'est important de rendre visible, visitable cet héritage industriel?
Oui, ça l'est. Lorsque j'étais enfant, la plupart de ce qu'on est en train de creuser maintenant était encore à la surface. Et on a perdu une quantité énorme de notre héritage industriel, simplement dû à la dégradation du temps. Donc pour moi, je considère que c'est important, car j'aimerais retrouver ce que nous avons perdu depuis ces 50 dernières années. Cet endroit est un condensé de l'héritage minier de Cornouailles. On aimerait pouvoir retrouver le plus possible de ce qui est accessible pour pouvoir l'exposer et que les gens aient une idée précise de ce qu'était une mine. Les vestiges de ce passé industriel et souterrain sont encore visibles, même en ville. Si de nombreux programmes de reconstruction ont redessiné les quartiers, la population vit toujours à côté d'outils de travail qui ne les concernent plus. Ainsi, à Camborne, les cheminées d'usines sont partout et le travail nulle part. Avec Tony, l'ancien facteur devenu archéologue des mines, je partage le repas traditionnel des mineurs, la corniche pasty. Dedans, il y a des pommes de terre, du rutabaga, de l'oignon, du bœuf et parfois du persil. C'est la nourriture pour les mineurs parce que c'est pratique pour l'emmener dans la mine. On raconte que lorsque le mineur allait travailler le matin, sa femme lui cuisinait cette pâtisserie. Elle l'emmenait ensuite en haut du puits, criait son nom et lui lançait cette pâtisserie au fond du puits pour qu'il la rattrape. On dit que c'est pour ça que nous sommes une nation de rugby. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Ce sont des maisons de mineurs? Oui, ce sont les maisons traditionnelles des mineurs. En 1900, c'était seulement un petit hameau. Mais en 40, 50 ans, le quartier a quadruplé. Ces maisons ont été construites pour les mineurs et pour ceux qui travaillaient à l'usine. Mais de simples mineurs avaient assez d'argent pour s'acheter une maison comme ça? La plupart des mineurs louaient ces maisons. Les propriétaires de la mine achetaient les maisons, puis les louaient à leurs employés. En fait, ici, c'est devenu une mode de décaper la façade pour faire apparaître la pierre. La plupart des maisons ont des décorations autour des portes et des fenêtres. Quand le prix de l'étain a chuté à la fin du 19e siècle, les mineurs de Cornouailles ont émigré un peu partout dans le monde. Les maisons les plus décorées sont probablement celles des mineurs qui sont revenus enrichis. C'est une marque d'ascension sociale. Ce sont des maisons de cottage pittoresques, avec un petit jardin devant. Il y a un autre jardin de l'autre côté du passage où ils pouvaient faire pousser des légumes pour améliorer leur ordinaire. Il y a également un jardin à l'arrière où l'on peut faire pousser des légumes pour augmenter les revenus. Les mineurs eux-mêmes pouvaient avoir des jardins comme ceux-ci, mais la plupart étaient dans des zones plus rurales, donc ils avaient des portions de champs pour cultiver. Pour survivre, certains étaient à la fois des petits fermiers et des ouvriers mineurs. Ces paysages miniers, notamment ceux de Levant Mine, la mine du Levant, ont inspiré de nombreux artistes. Michael Bird est historien de l'art et journaliste. Michael, c'est assez troublant de voir ces bâtiments industriels au milieu d'un endroit complètement sauvage comme ça.
Oui, c'est incroyable. Si on regarde ces bâtiments qui ressemblent à d'anciennes ruines romaines, on a l'impression qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Mais en fait, ces bâtiments datent seulement de la moitié du 19e siècle, quand cet endroit est devenu l'un des plus importants de l'industrie. Il faut de l'imagination pour se rendre compte de ce que ça devait être, avec de grosses machines à vapeur, des machines de pompage à eau et de la fumée qui s'échappait des grandes cheminées. La plupart des bâtiments a disparu. Il faut savoir que le puits de la mine descendait à 2,5 km sous la mer. Il y avait une énorme activité ici. Les gens qui habitaient plus loin sur la côte détestaient venir ici, comme si ça représentait l'Ouest sauvage, à l'époque, la dernière frontière. On ne peut absolument pas s'en douter aujourd'hui. C'est une côte complètement déserte. Il n'y a quasiment personne. Les gens croient que c'est un paysage sauvage, que ce paysage date d'avant l'industrialisation. Mais quand on remonte il y a 100 ans, c'était une des parties les plus industrialisées de Grande-Bretagne. Les gens dans la région ont l'air terriblement attachés à ces paysages industriels. Quelle en est la raison? Quelle est la raison de cet enthousiasme? Il y a toujours une grande fierté à propos de notre histoire minière. C'est très profond et à la fois très complexe. D'une part, la population minière était très indépendante. Elle avait sa propre cour, sa propre monnaie dans certains endroits. Ils avaient une politique indépendante, mais d'autre part, ils menaient aussi une vie très dure. Je pense que l'héritage minier n'est pas si loin derrière nous. Il y a toujours un espoir qu'un jour il reviendra. Les gens de Cornouailles ne se considèrent pas comme faisant partie de l'Angleterre, mais plutôt comme les habitants d'un pays à part. Pendant très longtemps, les routes étaient très peu développées. Il fallait longer la côte avec un bateau pour venir ici. C'était comme s'il s'agissait d'un autre pays. Finalement, c'est un paysage qui est très mis en scène, très graphique. Alors j'imagine qu'il a dû attirer quelques peintres. Oui, beaucoup de peintres, surtout ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ces artistes ont attendu des années pour retrouver leur liberté et reprendre leur travail. Beaucoup ont afflué ici, provenant de différents endroits. L'un d'entre eux, un artiste moderne important, s'appelait Peter Lanyon. Il est né en Cornouailles, à Saint-Ives. Sa famille travaillait dans l'étain, mais il avait beaucoup de liens avec des mineurs, des propriétaires de mines ou des investisseurs dans les mines. Donc il ressentait un lien personnel très fort avec l'industrie minière, ce qui, selon moi, pouvait être aussi perçu comme un sentiment de culpabilité. Donc là, on a une représentation du paysage par Peter Lanyon. Oui, c'est le paysage minier dans lequel nous sommes assis en ce moment. Mais ce n'est pas une peinture du paysage en surface. C'est ce qu'il y a en dessous. Peter Lanyon parlait de ça, de la représentation en dessous du paysage. Et si on regarde de près, on voit les mêmes verts et les mêmes gris qu'on a sous les yeux. Mais si on regarde au centre, il y a cette profonde et sombre colonne qui représente le puits de mine allant en bas. Et pour Lanyon, ce puits avait plusieurs significations symboliques. Il représente d'abord ce terrible accident qui a eu lieu ici, quand la cage qui descendait les mineurs s'est cassée et que les hommes sont tombés au fond du puits. C'est donc une sorte de peinture mémorielle. Un autre sens que l'on peut trouver à cette peinture, c'est la forme de cette colonne, qui représente l'appareil reproductif féminin. On a la mer qui représente le masculin et la terre le féminin. Ici, la mer pénètre dans la roche. Cela fait donc partie de la mythologie, de son lieu de naissance. C'est très complexe. Aujourd'hui encore, l'extraction d'un minerai laboure les paysages, le kaolin. Une argile blanche utilisée dans la fabrication de la porcelaine et l'industrie du papier. On l'appelle aussi le China Clay, car autrefois seuls les Chinois maîtrisaient ce matériau qui permet d'obtenir la porcelaine la plus fine. Chris Varco est responsable d'exploitation sur le site.
En regardant au loin, on peut voir l'une des méthodes qu'on utilisait pour extraire ce China Clay de Cornouailles. C'est de l'exploitation minière hydraulique. On injecte une forte pression chauffante, où l'eau est projetée très fortement sur la façade pour qu'on puisse libérer le kaolin de la surface. Et il faut des mines aussi grandes que ça pour extraire le kaolin. La raison pour laquelle cette carrière est si grande, c'est qu'on ne peut pas extraire le China Clay sous terre. On a besoin d'une carrière en plein air pour récupérer le kaolin, mais également parce qu'avec le dépôt géologique, on a ici ce qu'on appelle un ratio de débris. Pour chaque tonne de kaolin qu'on gagne, on peut générer entre 6 et 10 tonnes de déchets. Et les déchets sont utilisés en partie au moins? On prend nos déchets pour en faire des gravats utilisables dans le bâtiment. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser tous nos déchets dans ce processus. Nous devons nous débarrasser d'une partie de nos déchets de deux façons. Si nous pouvons, nous les déposons dans une carrière abandonnée, ou si nous ne pouvons pas faire ça, nous devons les déposer dans une décharge de forme conique. Ce qu'on voit là-bas, ce sont des déchets qui ont été accumulés. Oui, ce qu'on voit est une décharge de forme conique où il y a un mélange de sable et de roche. Les décharges de forme conique, c'est la manière dont on déposait les déchets dans les années 1960. Au Royaume-Uni, dans les années 60, il y a eu à cause de ça un important désastre minier dans un champ de charbon du sud du pays de Galles. Ça a été tragique. La décharge de charbon a coulé et a recouvert une école en causant la mort de nombreux enfants. À la suite de ce tragique accident, on a créé de nouvelles réglementations et de nouvelles lois sur la façon dont l'industrie minière devait gérer ses déchets. À la place des décharges coniques, nous avons commencé à entreposer nos déchets en terrasse pour une meilleure stabilité. La mine continue de changer le paysage aujourd'hui. Le paysage est en train de changer. Et ce que l'on fait actuellement, on construit nos décharges de déchets et on restaure en même temps. La restauration de cette zone a commencé au début des années 70. Ici, nous pouvons voir une plantation récente d'arbres. Ils viennent tout juste d'apparaître au-dessus de leur protection. Et donc ici, avant, c'était une colline de forme conique, comme on a vu là-bas. Oui, cette colline sur laquelle nous nous trouvons était à l'origine de forme conique. Et dans l'esprit de notre processus de restauration, nous avons abaissé le niveau du sommet pour que le territoire soit plus doux et agréable. Une fois que nous avons fait ça, nous avons produit un mélange d'herbes et de bruyères, et sur cette partie, en haut, nous avons planté des bois. Et l'idée, au final, c'est vraiment de retrouver, restaurer le paysage qu'il y avait avant la mine. Oui, si vous aviez visité cette zone il y a plus de 250 ans, cet endroit était couvert de bruyères. Un sol en plein air complètement défraîchi avec de la bruyère et des mauvaises herbes. Quand nous aurons fini la restauration, les gens pourront venir se balader ici en sécurité pour profiter de l'environnement. Au final, Michael, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce paysage est aussi attachant et génère autant d'émotions? Oui, vous avez raison. Ce paysage suscite des sentiments très forts. Je pense que c'est comme n'importe quel territoire minier, parce que les gens ont travaillé très profondément sous la terre. Mais il faut aussi se souvenir qu'ici, en Cornouailles, l'histoire minière remonte à des milliers d'années. Et ce paysage a été façonné par différentes générations, de différentes façons, pendant des périodes entières. Je pense que même les gens qui ne viennent pas d'ici ressentent un sentiment très fort dans ce paysage, parce qu'ils ont conscience de toute cette histoire humaine très riche qui s'est inscrite ici.